Bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plus exactement. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour ce cycle de Curse of Knowledge. Alors, ça fait depuis le mois de janvier que l'Institut français de Russie met en œuvre, en coopération avec la nouvelle scène du théâtre Alexandrinsky et la galerie Zdiesna Taganki, le cycle Curse of Knowledge. Alors, qu'est-ce que c'est que Curse of Knowledge? Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je le rappelle, ce sont de rencontres avec des artistes français qui témoignent de la surprenante richesse du paysage de création numérique en France. Ces rencontres hebdomadaires ont représenté pour nous une précieuse opportunité. Pourquoi? Parce qu'elle a permis de garder le contact avec nos partenaires français et russes et de découvrir de nouveaux noms, de nouveaux mondes, d'imaginer de nouveaux projets pendant ces temps de pandémie, de ces temps un petit peu difficiles, qui ont beaucoup fragilisé la coopération culturelle, il faut bien l'avouer. Les lieux culturels en France ont ouvert hier. Excellente nouvelle, il me semble. Donc, et à Saint-Pétersbourg, on commence à accueillir des artistes étrangers dans les nombreux festivals habituels d'été, dont le festival Remusique, par exemple, .org, qui débute ce vendredi par un concert de l'ensemble français Diotima dans la salle de concert du théâtre Mariinsky, et auquel d'ailleurs, cher public, je vous invite chaleureusement. Nous espérons maintenant passer progressivement au régime présentiel, comme on dit maintenant, enrichi de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, grâce justement à Curse of Knowledge. Et permettez-moi de remercier de tout mon cœur l'initiateur et le porteur de ce projet, Anton Yakontov, pour son enthousiasme, sa persévérance, que je salue, bien évidemment. Donc merci beaucoup Anton. Et merci aussi à Andrei Bartieniev, dont la présence nous a conféré et confère à nos rencontres un rayonnement tout particulier. C'est vrai que nous attendons chaque fois un petit peu avec impatience une nouvelle édition de son nouveau chapeau, son chapeau d'artiste. Un peu plus sobre que d'habitude d'ailleurs cette fois-ci. Alors aujourd'hui, c'est la 16e rencontre de ce cycle, déjà 16e rencontre. Et nous voudrions adapter, en tout cas avoir une vue un petit peu plus d'ensemble cette fois-ci, et parler de manière un peu plus générale de l'écosystème des arts numériques en France, sous l'angle des associations, des réseaux, du dialogue avec les institutions, qu'elles soient territoriales ou d'État, la transformation du secteur culturel et la volonté de faire entrer la culture dans le paradigme de la transition numérique. Alors nous avons invité à la rencontre d'aujourd'hui Géraldine Tellandier et Mathieu Vabre, que je salue également. Bonsoir à vous deux. Ils sont cofondateurs de ACNUM, Réseau national des arts hybrides et culture numérique, qui fédère plus de 70 acteurs représentatifs de ces secteurs. Que cela soit des centres d'art, tiers-lieux, festivals, bureaux de production, des théâtres, médiathèques, artistes, etc. J'en oublie, j'en suis certain. Alors, à côté de ses activités en tant que vice-présidente de ACNUM, Géraldine Tellandier est également directrice de Syntex Culture Numérique à Reims, si c'est bien ça, dont elle pourra, je l'espère, également dire quelques mots. Et en ce qui concerne Mathieu Vabre, il est co-directeur de la Biennale des imaginaires numériques chroniques. Et sa participation au cycle nous paraît d'autant plus symbolique que Anton Yarontov a participé au programme des rencontres professionnelles dans le cadre de la Biennale, où il a rencontré la plupart des participants justement de Curse of Knowledge. On peut dire que notre cycle fait en quelque sorte écho à la Biennale. Je remercie également mes collègues de l'Institut français d'accepter de parler du rôle de l'Institut, que l'Institut joue dans l'écosystème des arts numériques en France et plus précisément de la construction des projets de coopération internationale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter donc Anna Loué, qui est chargée de projet appui aux cultures numériques à l'Institut français de Paris. Bonsoir Anna. Et Emmanuel Fossillon, qui est attaché audiovisuel régional en Russie et pour la Russie et le Kazakhstan, que je salue, chers collègues, également. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, d'excellents débats, d'excellentes informations grâce à tous
prestigieux invités. Voilà, merci à vous et encore une fois, très bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup Pascal pour ces mots toujours bienvenus, très chaleureux. Et je salue également nos amis, nos invités, nos collègues d'expérimentation du Festival de Ré-Musique également, que vous avez mentionné. Ce que je fais au sein du théâtre Alexandrinsky, en fait, il y a beaucoup d'axes, mais l'un des axes principaux, c'est le festival Acousmonium. Dans ce sens, nous sommes très amis et partenaires avec Ré-Musique. Et donc, je souhaite que tout passe bien. Tout se passe bien. Et en fait, excusez-moi, parce que je suis à Graz également, actuellement, pardon. C'est vraiment notre premier jour quand les frontières se sont ouvertes. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion pour y aller. Donc, il y a des bruits parce que je suis à l'hôtel. Donc, excusez-moi. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui. Mais malheureusement, au lieu de 3 heures, on a juste 1h30. C'est vraiment notre 16e édition et ça touche déjà à la fin. Notre première saison, j'espère, peut-être que ce n'est pas la dernière, de Curse of Knowledge. Avec André, on a réfléchi. Il a eu une deuxième version de comment nommer au lieu de Curse of Knowledge, ce programme. C'est combinaison impossible des objets impossibles. Mais moi, j'avais aussi une troisième version. Little Review. Je ne sais pas si ça vous parle, surtout francophone, parce que c'était quelque chose, c'était vraiment une revue très importante de Margaret Anderson au début de Chicago, à New York, puis à Paris. Et c'est là que les surréalistes et les dadaïstes se sont publiés là-bas, James Joyce. Donc, quand la revue s'est fermée, Margaret Anderson a dit « OK, on se ferme, mais on a fait le 20e siècle. » Parce que, en fait, elle a été accusée de pornographie et c'était James Joyce qui en a été accusé de 22 chapitres de Ulysse. Je ne sais pas s'ils se sont fermés vraiment ou c'était juste un grand impact, mais de toute façon, tout change très rapidement et c'est notre mission que d'élargir les espaces. Et donc, Little Review. Moi, je ne crois pas que maintenant, oui, c'est un temps assez différent. On peut faire un panorama comme ça, on peut présenter un artiste qui vraiment qui va faire le 21e siècle. Il nous reste encore 2 éditions de notre Curse of Knowledge. On a le 17 et 18, c'est là qu'on présente Who is Who, de très beaux artistes. Et je suis très content qu'aujourd'hui, c'était l'initiative d'André qui a proposé de Artist Talk de Pascal. Mais moi, je suis très content que maintenant, c'est encore plus large. Je me répète, c'est une catastrophe. Il nous manque le temps pour vraiment parler de tout avec vous. Mais néanmoins, on est très content que vous êtes là parce que peut-être ce qu'on a présenté dans le cadre de Curse of Knowledge, ce n'est pas ce qu'on fait vraiment le 21e siècle parce que les technologies sont en plein essor, ils sont encore plus rapides qu'en 20e siècle et cette plateforme, elle le montre comme la première classe de ce qu'on a cette année, ce qu'on a réussi à organiser. Donc, quand l'épidémie se terminera, on pourra retourner au mode présentiel. Je donne la parole à André. Bonsoir, chers amis. Je suis très content de vous voir, tous et toutes. Je suis très content que
que vraiment il y a encore beaucoup plus d'invités que d'habitude. Et la galerie Здесь на Таганке, le 22 mai, ouvre 2 expositions brillantes, l'une des artistes saint-pétersbourgeoises et l'autre, c'est une autre artiste de Moscou. Donc, bienvenue dans notre galerie. Moi, je serai physiquement à Moscou la semaine suivante et je vais être présent de Moscou la semaine prochaine. Maintenant, je suis en Espagne. Il y a une chose très importante, pourquoi je suis devenu l'organisateur de notre programme, pourquoi j'étais initiateur d'inviter les gens qui sont commissaires d'exposition, de biennale, parce que je m'intéresse beaucoup à ce mécanisme financier idéologique qui est derrière tel ou tel mouvement dans l'art et comment il trouve le soutien des fondations publiques et particulières, des enthousiastes. Tout ça m'intéresse beaucoup. Et je demande à nos invités qu'ils fassent leur présentation, mais non seulement, il faut vraiment discuter. Grâce à quoi vos victoires sont-elles devenues possibles? Quel est ce mécanisme secret qui existe et qui vous permet, qui permet que tout marche? Non, non pas de nous trouver dans une histoire où il y a un problème qui engendre une autre, mais où une victoire engendre une autre victoire. Donc, c'est ça qui est intéressant et ceux qui nous écoutent, ils pourront utiliser peut-être vos secrets. Et c'est là que les victoires se succéderont aussi en Russie. Donc, non seulement les artistes, mais c'est de toujours présenter ce qu'il ne s'agit pas exclusivement des artistes. Nous, avec André, on appuie toujours cette idée parce qu'à travers nos écoles en Russie, nos projets en Russie, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, donc pour nous, c'est une rencontre très intéressante, très importante pour nous. Et donc, je tiens à donner la parole à Emmanuel pour présenter nos speakers de ce soir et pour être modératrice. Oui, bonsoir. Merci Antoine et André. Bonsoir à tous. Donc ce soir, en effet, sont avec nous Anna Loué de l'Institut français de Paris en tant que responsable des projets numériques, Mathieu Vabre, vice-président d'ACNUM et Géraldine Taillandier, vice-présidente de ACNUM. Moi, je suis attachée audiovisuelle et donc, comme l'indique mon titre quelque part, je suis un peu à la croisée des chemins puisque j'ai un poste donc qui est audiovisuel et nous traitons ici d'art en fait. Donc c'est vrai qu'à l'Institut français de Russie, nous sommes plusieurs à s'occuper de la question de l'art. Il y a aussi mes collègues Anna Goussaleva et Irina Zalitseva, Katia Groulet, et puis également à l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Donc on essaye de mettre ensemble toutes nos idées, toutes nos ressources pour aboutir à un projet qui soit cohérent. Et ça n'est pas toujours facile dans un environnement qui peut aussi un peu nous échapper et qui est en permanente mutation en fait. Et donc quelque part même nos fonctions deviennent parfois caduques parce que en fait on est dépassé par la matière et par l'objet même des œuvres qui sont proposées. Donc voilà, Course of Knowledge, j'ai pu suivre avec vraiment plaisir les différentes interventions des artistes que vous avez présentées au long de ces mois. C'était formidable. Et c'est vrai qu'on était vraiment du côté de la création artistique. Et c'est vrai qu'on va essayer de faire converger ce soir l'aspect artistique avec l'aspect peut-être plus industriel de l'audiovisuel qui s'est aussi emparé du champ numérique au même titre que les arts visuels pour proposer des objets uniques. Alors, pour nous, alors je vais peut-être passer en passage d'écran. Partage d'écran, hop. Cela fonctionne-t-il? Oui. Alors,
C'est vrai que donc la Russie est pour le ministère des Affaires étrangères français, pour la France, un pays prioritaire en termes d'industrie culturelle et créative. C'est-à-dire que c'est un pays avec lequel on veut vraiment développer des partenariats et des projets à l'avenir, avec un focus qui a été déterminé sur le patrimoine et sur les jeux vidéo. Donc, ce sont deux secteurs, deux segments bien spécifiques. Évidemment, c'est un cadre qui est donné, mais nous, on reste beaucoup plus large et on s'intéresse à tous les arts numériques. Quand on parle d'art numérique, c'est donc vaste. C'est à la fois l'art numérique narratif, non narratif, linéaire, non linéaire. Et la frontière est souvent ténue entre les différents genres. Et donc, au sein de l'Institut français de Russie, cela donne toujours place à lieu à des débats. Comment délimiter, nommer, cloisonner l'art quand nous avons de plus en plus d'œuvres numériques et de récits qui tendent vers de nouvelles formes cinématographiques, donc au sens littéral du terme, qui permettent de procurer l'illusion du mouvement. La terminologie est importante car elle va déterminer autant les sources de financement que les espaces de diffusion et il est donc bien parfois difficile pour les œuvres ou dispositifs de rentrer dans des cases. Alors, au sein de l'Institut français de Russie, notre travail se structure en 3 axes. Tout d'abord, l'identification des acteurs des arts visuels et des industries culturelles et créatives en Russie, le développement de partenariats avec des structures françaises, et donc dans le but à la fois de créer une cartographie des acteurs des industries culturelles et créatives et des arts numériques en Russie, mais aussi de tisser un réseau, des partenariats, des synergies entre les acteurs français et russes. On veut aussi se placer du côté de la création parce que c'est toujours nécessaire et que c'est l'élan vital qui nous mène à pousser et à soutenir la création et à évidemment alimenter les catalogues et l'industrie de nouvelles œuvres. Et donc, enfin, notre mission est de diffuser les œuvres françaises. Et donc, c'est là évidemment où le bât blesse, puisque nous devons nous adapter et nous adapter à la création, donc au format, au support, aux différents types d'œuvres. Donc, ça peut être de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, interactive, contemplative, des serious games, des jeux vidéo. Et donc, pour nous, la difficulté va être de trouver les bons publics, les bons publics en Russie. Donc, les bons lieux, les bonnes institutions, structures pour qu'il y ait une adéquation entre les œuvres proposées et les publics ou les lieux de diffusion de ces œuvres. Et aussi dans le but de les diffuser en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, donc de rester ouvert et justement de disséminer les œuvres françaises dans les régions et auprès de publics qui n'y auront pas accès. Parce que c'est aussi notre mission de permettre à différents publics qui ne connaissent pas du tout ce que c'est la réalité virtuelle de pouvoir y accéder. Donc c'est un sacré défi, c'est un challenge. Alors pour cela, il faut revenir sur comment finalement est alimentée la création française. Les dispositifs de soutien à la création sont pour les arts numériques, que ce soit réalité virtuelle, immersive, réalité augmentée, enfin vraiment toutes les formes sont aujourd'hui difficiles à identifier en France. Et donc plus tard, dans quelques minutes, Anna Loué va nous présenter des dispositifs qui ont été mis en place pour arriver à faciliter l'accès à l'information, autant des sources de financement que de lieux de diffusion avec Digital Crossroad. Et ACNUM aussi est une entité nécessaire pour permettre d'identifier les ressources, les parcours, les stratégies de diffusion des œuvres. Donc, ils pourront tout à l'heure, dans quelques minutes, nous présenter ces parcours plus en détail. Aujourd'hui, en France, pour être un artiste numérique, il y a différents parcours. On peut tout à fait venir avoir le parcours d'un artiste, donc venir des beaux-arts, viser les expositions, les musées, les événements performatifs. On peut aussi venir des
des nouvelles technologies, de la programmation, de l'informatique, développer des interfaces, des architectures informatiques, et donc de la technique arriver à l'art. Et aussi, on peut venir du milieu de l'audiovisuel, du parcours audiovisuel, et donc de la vidéo narrative et totalement linéaire, arriver à des formats numériques, interactifs, non linéaires. Et parfois, ce sont la synergie entre ces trois axes de compétences qui permettent l'émergence d'artistes et d'œuvres d'art ou d'œuvres audiovisuelles finalement, puisque le champ reste ouvert. Évidemment, il y a des écoles spécialisées qui travaillent autant sur l'art que sur la technique, comme les Gobelins ou le Frénois. Donc, il n'y a pas de voie sacrée, et pour comprendre cet écosystème, il faut aussi suivre tout simplement l'évolution du marché de l'art et de la création. Donc, pour comprendre l'évolution du secteur, il faut suivre ce qui se passe du côté de la création, de la technologie, du marché. Par exemple, finalement, cette année, enfin ces dernières années a marqué un tournant. Et quelque part, un tournant assez important, puisqu'on a signé un échec industriel. Il y a 10 ans, les industries techniques pensaient qu'aujourd'hui, tous les foyers seraient équipés de casques virtuels. Et en fait, ça n'est pas le cas. Donc, ça a été un échec industriel finalement qui a permis de se réorienter et à ces différents formats de s'orienter vers d'autres secteurs, d'autres marchés. Donc, ça n'est pas que négatif évidemment, mais ça montre aussi qu'il n'y a pas vraiment de visibilité en fait sur exactement ce que la technologie va permettre. Et donc, la question qui se pose, évidemment, c'est celle de la diffusion. Donc là, au début, on pensait que les casques virtuels seraient présents dans tous les foyers, que ce serait un outil très démocratique, accessible à tous. Ça n'est pas le cas pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais au final, les œuvres de réalité virtuelle, interactives, numériques, pour quel public et pour quelle visibilité? Donc, il y a d'un côté, on l'a vu, donc les expositions, les musées, ces œuvres qui ont quelque part bénéficié de certains financements et donc qui peuvent exister. Il y a les marchés, les festivals pour les œuvres qui recherchent des financements. Il y a aussi le web, les applications mobiles, tout l'univers d'Internet qui permet à des œuvres d'exister qui n'ont pas forcément eu de financement institutionnel. Et au moment, donc là, on vient de parler d'une première rupture, mais une autre rupture a été celle du Covid, évidemment, puisque la plupart des institutions muséales en France sont fermées depuis 1 an. Donc là, on réouvre et on en est très heureux. Mais le discours ambiant a été récemment de dire ça ne sera plus possible de faire des installations en réalité virtuelle et il va falloir changer les dispositifs. Donc, ça a été aussi un revirement quelque part pour notre industrie, pour savoir finalement comment diffuser ces œuvres et aussi du point de vue des musées, la question parce que c'est vrai que tout ce champ de technologie s'est développé et s'est révélé très utile et très inventif. Et donc, qu'en faire? Donc ça, ce sont des questions auxquelles nous allons être encore confrontés à l'avenir, puisque les musées réouvrent, les expositions vont avoir lieu, mais il y a quand même une certaine fébrilité. On ne sait pas tout à fait ce qui va se passer. Il y a toujours une inquiétude. Donc, si je reviens du côté plutôt de l'industrie et de l'audiovisuel, je me tourne vers Arte, puisque pour nous, c'est une des institutions, quelque part, un des lieux de diffusion possible et de production. Alors, Arte, par exemple, il y a quelques années, c'était vraiment très investi dans le web documentaire. C'était une nouvelle manière de raconter des histoires de manière interactive. Et en fait, ça s'est révélé très coûteux. On a créé des web documentaires magnifiques, mais qui finalement avaient peu d'audience, n'étaient pas forcément très accessibles parce qu'il fallait des très bonnes connexions Internet et ça n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, ils ont arrêté cette production-là, les producteurs évidemment également. Et donc, ils ont ouvert ce département de réalité virtuelle de 360 de jeux vidéo avec des œuvres assez impressionnantes. Par exemple, Notes on Blindness. Alors, je ne pense pas que vous ayez le son actuellement. Donc, voilà, l'idée, c'est plutôt de montrer en termes audiovisuels des œuvres qui sont produites par l'industrie.
Voilà, il y a aussi eu cette très belle œuvre avec Martha Bass, donc Ex Anima. Aussi, donc tous ces liens que vous pouvez retrouver sur le site d'Arte. Voilà, ou encore le magnifique, il y a aussi eu Pompéi, donc Pompéi en 360. Donc des productions importantes. Il y a aussi eu des tentatives pour produire des longs métrages en réalité virtuelle. Donc l'expérience de Vincent Ravalec avec Fan Club. Bon, ce qui s'est pas forcément avéré une réussite parce qu'en fait il n'y a pas de lieu de diffusion pour ce genre de format. Alors, donc, voilà, en dehors du marché, donc, qui crée, qui est dynamique, il y a quand même en France des soutiens importants. La création repose toujours sur des aides publiques. Bon, Acnum pourra revenir sur d'autres dispositifs ou d'autres sources de financement, mais en tout cas, le CNC a été depuis 2015 vraiment initiateur et novateur dans ce domaine avec le DICREAM, le Disposition pour la création artistique multimédia numérique, le Fonds d'aide aux expériences numériques, les aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son, et puis enfin le réseau de recherche et d'innovation en audiovisuel et multimédia, le RIAM. Donc voilà, tout ça, ce sont des budgets importants et ça permet vraiment d'alimenter la création française et c'est extrêmement important. On a aussi investi dans les industries techniques avec des fonds qui servent à beaucoup d'industriels en France. Malheureusement, on peut regretter que ça n'ait pas permis le développement de casques de réalité virtuelle. Donc, d'un point de vue technologique, finalement, ça n'a pas abouti à ce que nous ayons notre propre technologie en France, en tout cas. Et donc, ça, on peut le regretter. Aujourd'hui, l'évolution donc est que Arte ferme finalement son corner 360 et les producteurs de réalité virtuelle doivent à nouveau se réorienter pour trouver d'autres sources de financement et de diffusion. Et donc, c'est là où nous, l'Institut français de Russie, nous sommes, c'est au cœur de notre métier de diffuser les œuvres, les œuvres numériques, toujours confondues. Donc, nous allons, avec Canixer, diffuser certaines œuvres du Festival de Cannes et de New Images, donc cet été, à Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Nous sommes aussi partenaires avec les œuvres du Sunnyside, Pixie, bon, qui recoupe aussi le catalogue de Canixer. Et puis évidemment, en novembre, nous diffuserons les œuvres présentes dans le catalogue de novembre numérique de l'Institut français de Paris, sur lequel Anna Loué pourra revenir. Donc, voilà, ça c'est pour la diffusion des œuvres. Ensuite, il y a aussi des appels à la création. Donc là, ça concerne directement les artistes russes, puisque Vostok Courant 3D a un appel à candidature pour sélectionner 3 artistes numériques. Donc voilà, c'est un appel à candidature qui est en cours et qu'on pourra vous transmettre si ça vous intéresse. Et ensuite, nous allons lancer, Institut français Russie Saint-Pétersbourg, un appel à candidature avec le Frénois et les Gobelins dans le cadre du forum culturel pour un appel à la création franco-russe. Donc voilà l'ensemble des champs d'action en fonction de l'écosystème français. Et donc, c'est un appel à présent. Si on veut vraiment identifier tous les talents, toutes les structures dans toute la Russie, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter pour que nous puissions être efficaces dans ce maillage et dans cette mise en réseau. Et donc maintenant, Anna Loué va présenter plus spécifiquement les dispositifs de l'Institut français de Paris avec leur catalogue et Digital Crossroad. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais prendre la main sur le partage écran également, parce que j'ai quelques images à vous montrer. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Merci. Alors, bon, je suis Anna Loué, donc je suis chargée de projet au département numérique de l'Institut français à Paris, dans l'équipe qui se charge d'accompagner la diffusion de la création numérique française à l'international.
Donc, ma présentation est en anglais, mais vous êtes tous internationaux sans aucun doute. Donc, il n'y aura pas de souci pour suivre le contenu. Alors, pardon, j'ai juste un souci de… Voilà, non, ça marche. Donc, l'Institut français est l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture en charge de la promotion et de la diffusion de la culture française à l'international. Et pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec les établissements du réseau culturel français à l'étranger, donc qui regroupe près de 200 instituts français et antennes dans le monde, près de 1000 alliances françaises également dans le monde, et ainsi que tous les services culturels et des ambassades et des consulats à travers le monde. Donc, c'est vraiment un réseau très, très puissant. Et donc, on travaille étroitement avec nos collègues depuis Paris. Et toutes les actions citées à l'instant par Emmanuel font partie d'une réflexion, d'une stratégie aussi globale portée par le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment un objectif commun de diffusion de la culture française et de la création contemporaine dans vraiment une diversité de secteurs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à la création numérique et aux arts numériques. Donc, je vous le disais en introduction, je suis moi-même rattachée au département numérique dans l'équipe qui s'occupe d'appuyer la diffusion de la création numérique. Et donc, nous nous intéressons à plusieurs sous-champs de cette création numérique, donc les réalités immersives, les contenus transmédia et les web documentaires tels que le citait aussi Emmanuel à l'instant, les jeux vidéo culturels indépendants, les arts numériques, tous les dispositifs aussi de médiation numérique utilisés dans les musées, dans les centres d'art, etc. Le livre innovant, tout ce qui est aussi EdTech et Civic Tech. Donc, on balaye vraiment un spectre assez large de la création numérique. Et pour tous ces vastes sujets, nous avons plusieurs actions en fait, pour appuyer et diffuser cette création numérique contemporaine française. Donc, tout d'abord, nous essayons de faciliter l'identification des œuvres, des contenus et des acteurs de cette création numérique française par le biais de sites et de plateformes en fait, qui permettent d'identifier facilement cette nouvelle création et ces nouveaux contenus qui sont produits en France et pour laquelle vraiment la France est reconnue pour une expertise et une création vraiment, vraiment riche. Le deuxième champ de nos actions concerne la diffusion aussi de ces productions pour vraiment permettre à un maximum de public à l'international de découvrir ces nouvelles formes de création et d'être sensibilisé aussi à toute cette riche création française numérique. Et enfin, nous avons une série de programmes qui s'adressent davantage à des acteurs professionnels pour permettre justement de développer les collaborations et d'encourager les coopérations bilatérales. Donc, je suis ravie de retrouver Mathieu et Géraldine avec qui on a pas mal collaboré ces dernières années sur des programmes professionnels. Donc, je vous en dirai un mot tout à l'heure aussi. Donc, tout d'abord, pour faciliter l'identification des œuvres et des contenus, l'Institut français a proposé depuis quelques années des sites Internet dédiés comme ça à plusieurs champs de la création numérique. Donc, on a un premier site qui s'appelle Culture VR qui valorise la scène française de réalité virtuelle, comme son nom l'indique. Futur Livre qui met en avant tout ce qui est livre innovant, bande dessinée innovante et numérique. Le site Futur Image, lui, met en valeur tout ce qui est transmédia et web création, notamment. Et Culture Gamer valorisera, lui, le jeu vidéo indépendant français. Donc, le grand projet à venir que je vous annonce un petit peu en avant-première ce soir, c'est de rassembler en fait ces 4 sites en un seul, parce que, comme Emmanuel le disait également à l'instant, les frontières entre toutes ces créations sont parfois très poreuses, et on voit que ce ne sont pas des objets culturels qui sont très, très faciles à définir ni à catégoriser, et donc, souvent, on retrouve des œuvres dans plusieurs catégories, qui touchent à plusieurs disciplines, plusieurs médias, et donc nous avons décidé de rassembler ces 4 sites en un seul et d'étendre aussi le champ qui sera couvert par ce site, qui sera vraiment une vitrine unique de la création numérique française pour permettre vraiment de découvrir les œuvres, mais également les créateurs et les artistes qui sont derrière. Donc le site sera
proposé en bilingue français-anglais et sera également contributif. Donc, les artistes eux-mêmes peuvent renseigner leur création et permettre, ce qui pourra leur permettre d'être identifiés et vraiment bénéficier de cette vitrine unique de la création numérique française. Donc en France, mais également à l'international. L'idée, c'est vraiment que ça devienne un outil au service du grand public, mais également des programmateurs qui pourront s'en servir comme un outil également pour choisir et identifier des contenus qui leur sembleraient intéressants. Donc ça, c'est à venir pour ce site. Ce nouveau site sera paru en novembre 2021, mais je vous invite à consulter les 4 sites qui sont encore accessibles et qui recensent vraiment une grande variété de contenus et d'œuvres, vraiment très, 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 très novateurs. Donc, je vous invite à les consulter. Donc, après l'identification des contenus, c'est vraiment de permettre à ces contenus d'être diffusés. Donc, on essaye à l'Institut français de proposer au public à travers le monde de découvrir cette nouvelle création numérique française par le biais d'expositions et de showcase. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une exposition qui circule depuis un peu plus d'1 an, qui s'appelle Machine à bulles, Comics Machine, comme on l'a appelé en anglais, qui recense 24 œuvres de bande dessinée numériques et innovantes françaises qui font la part belle à ces nouvelles formes de lecture et ces nouvelles manières de consommer aussi des expériences narratives. Donc, on a par exemple des bandes dessinées sur Instagram, des bandes dessinées qui sont consultables sur des tablettes de manière, ce qu'on appelle des bandes défilées, des jeux vidéo aussi qui font écho à des bandes dessinées, etc. Donc, c'est vraiment toutes ces nouvelles interprétations grâce aux nouvelles technologies de récits et qui donnent vraiment à l'utilisateur des possibilités de découvrir des récits de manière vraiment très, très innovante. Donc ça, c'est le premier exemple. Je voulais citer notamment parce qu'il a été présenté à Moscou. L'exposition a été présentée à Moscou au mois de mars, donc vraiment tout récemment, dans le cadre du salon Non-Fiction. Et apparemment, le public russe a été très, très friand de l'exposition. Et donc, c'était un bel exemple de rencontre entre les contenus français et le public russe. Un autre exemple, Emmanuel en parlait à l'instant aussi, c'est la sélection VR de l'Institut français. Donc, on a proposé depuis un peu plus de 2 ans ce qu'on appelle une sélection VR. Donc, c'est un catalogue d'une trentaine d'œuvres françaises de réalité virtuelle pour lesquelles l'Institut français Paris a acquis les droits pour une diffusion non commerciale par les établissements du réseau et leurs partenaires culturels. L'idée étant vraiment de faire découvrir, encore une fois, ces nouvelles formes de création aux publics locaux à travers le monde, donc par le biais d'événements VR de tout type. Il y a actuellement donc une trentaine d'œuvres, des œuvres qui sont des œuvres documentaires, mais qui valorisent également le patrimoine français, le patrimoine artistique et architectural, mais on y retrouve également des œuvres de fiction. Donc l'idée est vraiment étant de permettre au public de découvrir ces créations nouvelles et encore assez méconnues parce qu'on est vraiment à la croisée de plusieurs formes de création et que les lieux de diffusion sont encore assez restreints. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener ces créations au public via l'organisation d'événements dédiés pour présenter ces nouvelles créations. J'en dis un mot rapide, mais nous aurons une nouvelle exposition apparaître cet été qui s'intitule Escape et qui permet vraiment d'explorer la révolution numérique par l'œil et le regard d'artistes et de créateurs. Donc là, ce sera vraiment revenir sur les grands concepts du digital et comment le digital a bouleversé nos vies. Et je pense que ça parlera à chacun et chacune d'entre nous, d'autant plus depuis l'année qui s'est écoulée et depuis l'avènement de la crise sanitaire où vraiment nos habitudes de consommation ont été complètement bousculées avec le numérique. Et donc, cette exposition explorera tous ces concepts et tous ces influences sur nos modes de vie grâce à des regards d'artistes et des œuvres qui traitent de ces grands sujets-là. Donc, plus d'informations à venir cet été, mais peut-être qu'une présentation en Russie sera possible dans les mois à venir.
Nous avons également un catalogue qui s'appelle VR Immersive Experiences, qui permet en fait de valoriser une quarantaine de productions, d'œuvres qui sont à la croisée du spectacle vivant, des arts visuels et de la réalité virtuelle. Donc, l'idée étant bien d'essayer de donner une existence à ces superbes créations françaises, encore une fois, qui sont vraiment à la croisée de plusieurs disciplines, de plusieurs formats artistiques. Et donc, ce catalogue s'adresse vraiment en premier lieu aux programmateurs, donc aux programmateurs partenaires des établissements du réseau culturel français à l'étranger. Et ça se veut un peu comme un document qui leur permet d'avoir une idée assez rapide des conditions de monstration de ces nouvelles formes assez inédites, ce que ça suppose en termes de matériel, de personnel, etc. Donc, c'est vraiment un outil pour encourager vraiment l'export et la distribution internationale de ces nouvelles formes de création vraiment très, très novatrices qui mêlent souvent art visuel, spectacle vivant et nouvelles technologies. Et donc, on a également un grand événement qui rassemble un petit peu beaucoup de choses que je viens de vous dire, qui s'appelle Novembre Numérique, et qui est le festival annuel des cultures numériques, qui se tient partout dans le monde en même temps, chaque année au mois de novembre. Et donc, l'an passé, en 2020, il y a eu plus de 70 pays organisateurs de Novembre Numérique et plus de 70 villes aussi qui ont pris part à l'opération. Et l'idée étant vraiment de permettre aux établissements du réseau culturel français à l'étranger de programmer autour du numérique, de valoriser la création numérique, les arts numériques en lien avec leurs partenaires, permettre à leurs publics locaux de découvrir toutes ces nouvelles créations et aussi aux professionnels d'interagir et de développer des collaborations aussi en lien avec certains programmes. Donc, on retrouvera dans Novembre Numérique beaucoup d'événements et d'expositions et d'offres de programmation que je viens de vous présenter. Mais voilà, sachez qu'on fêtera cette année la 5e édition, encore une fois, au mois de novembre. Donc, une édition russe sera également, a priori, en cours de préparation. Et enfin, le dernier volet de notre action que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est tous les programmes qu'on fait vraiment qui s'adressent plus spécifiquement aux professionnels de la création numérique française. Donc, on a toute une série d'actions, mais la première, c'est ce qu'on appelle les programmes Focus. Et donc, c'est un programme qui vise à rassembler une délégation de professionnels internationaux, à les inviter en France pour participer à un grand événement, à une biennale d'art, un festival, etc. Le but étant de leur donner l'occasion de découvrir la programmation française de cet événement, donc les œuvres françaises, la scène française, mais également de participer à toute une série de rendez-vous individuels qui sont organisés pour eux, de découvrir des projets grâce à des sessions de pitch, des démos, mais également des visites et des moments de networking. Donc, l'année dernière, le département numérique a organisé un focus autour des arts numériques l'année dernière, donc en partenariat avec la Biennale Chronique. Donc, on avait invité à l'origine 35 professionnels internationaux à participer à la Biennale Chronique qui se tient à Aix-Marseille. La crise Covid étant passée par là, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule en cours de route et le programme a eu lieu avec l'aide formidable des équipes de chronique qui nous ont vraiment permis de proposer le programme de manière tout en ligne, valoriser tous les contenus de la Biennale, des visites en ligne, toutes les ressources qui présentaient vraiment les œuvres et tous les projets qui étaient présentés. Et a organisé également plus de 250 rencontres individuelles entre les 35 professionnels internationaux qui ont pris part à ce programme, qui étaient pour la plupart des commissaires d'exposition, des programmateurs, des directeurs de structure, et les 70 artistes et professionnels français qui ont participé au programme et qui ont pu leur présenter leurs projets afin vraiment de développer des collaborations avec ces professionnels internationaux.
Et c'est donc dans ce cadre-là que Anton avait pu rencontrer aussi de nombreux interlocuteurs qui ont pris part à Curse of Knowledge depuis quelques semaines. Et donc, on est vraiment ravis de voir que la collaboration perdure et que les dialogues puissent vraiment dépasser le simple cadre du programme Focus et s'étendre vraiment sur des collaborations vraiment très, très structurantes. Donc ça, c'était novembre-décembre l'année dernière. Et un mot rapide pour conclure de la manière dont on travaille les rencontres professionnelles en 2021. Donc, le fait que la situation ne s'améliorait vraiment en guère depuis le début de l'année nous a conforté dans l'idée de continuer sur notre lancée de proposer des rencontres professionnelles en ligne. Donc, cette fois-ci, on ne fait pas un partenariat avec une seule structure comme c'était l'an passé, mais on a décidé de balayer vraiment un large spectre de la création numérique française en s'associant avec de nombreux événements français de la création numérique, donc tant des arts numériques que de tout ce qui est médiation numérique, mais également tout ce qui est réalité immersive, réalité virtuelle. Donc, vous voyez à l'écran tous les partenaires qui seront associés au cycle. Et donc, c'est un programme à l'année qui débute là cette semaine au mois de mai et qui se tiendra jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, tous les participants internationaux qui le souhaitent pourront participer aux événements partenaires et à tous les volets en ligne qui seront proposés, mais également entrer en contact avec l'ensemble des professionnels français qui seront participants au Digital Crossroad grâce à une plateforme dédiée qui permettra un networking et des rencontres à l'année sur un site dédié. Donc, voilà, c'est une nouveauté pour nous, mais on essaye de tirer avantage tant bien que mal de cette situation qui ne nous permet pas de nous rencontrer physiquement encore pour le moment. Donc, l'idée, c'était vraiment de permettre à chacun et chacune d'échanger tout au long de l'année autour de la création numérique en s'appuyant sur quelques temps forts qui sont certains événements partenaires français. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les principaux éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en aviez. Et je passe la main à Anton. Est-ce que je peux dire? En fait, c'est moi qui j'ai voulu prendre la parole pour vraiment donner cette parole à André parce qu'il y a une question. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que c'est vrai que oui, cette possibilité est ouverte. Même notre audience peut poser des questions sur Facebook où il n'y a pas de public offline au théâtre Alexandrovski, mais en ligne, il y a beaucoup d'audience. Et donc, c'est vraiment une grande chance aujourd'hui d'accéder aux professionnels. Chère Anna, merci beaucoup pour votre présentation, de l'avoir fait dans la couleur de ma chemise. C'était un grand plaisir de la voir. Et j'ai plusieurs questions pour vous et pour Emmanuel. Donc, comme Anna a parlé la dernière, je tiens à dire que c'est vraiment c'est très beau. Ça montre toutes les informations concernant le processus industriel dans le domaine des technologies VR. C'est excellent. Mais je tiens à savoir quel est l'objectif, quel est le but de tout ce processus. OK, votre département s'occupe de la propagande, de diffusion, de sélection de ce qui est meilleur, de diffusion de ce qui est meilleur, de création des contrats avec les artistes, de l'achat à des buts non lucratifs, mais quel est l'objectif de tout cela? Pourquoi est-ce que je pose ces questions concernant l'objectif? Parce que je vous rappelle qu'au Japon, avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà là, les bandes dessinées ont été très populaires. Le pot-pourri littéraire était très populaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, après l'embargo, sous l'embargo militaire de toutes les industries au Japon, la littérature et les bandes dessinées ont pris un encore plus grand essor qu'avant sur le fond de cette tragédie vécue. Et il y a eu ce sujet de sexe avec les robots. Parce que vous savez que, oui, la culture de sexe au Japon, elle est très particulière là-bas. Et la littérature, les bandes dessinées, c'est vraiment toute une industrie qui a travaillé dessus, sur la création de ce récit. Et vers la fin des années 50 et 60, il y a eu vraiment cette rupture, cette nouvelle vague japonaise et littéraire. Et après cette vague, vraiment
un décollage scientifique et technologique en a suivi. Et donc, les nouvelles technologies ont été après parties pour d'autres pays. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, je tiens à savoir, à entendre, moi, OK, je dis, je fais ça, ça, ça. N'importe quel pays, en fait, peut donner une même présentation, mais quelle est votre particularité? Parce que vous dites, Emmanuel, par exemple, elle parle des technologies de réseau, des expériences positives et négatives du canal Arte. Moi, je suis souscrit abonné de ce canal, donc je comprends, et ma galerie, elle est abonnée, donc de programmes sur Facebook. On n'est pas sur Facebook, TikTok ou Telegram, mais on est là sur Facebook. Et ça, c'est vraiment un désavantage, un grand désavantage. Et comment il y a un impact sur notre activité parce que nous ne sommes pas présents sur Telegram ou TikTok. Et par exemple, ce qui m'intéresse, je suis en train de réfléchir sur ces expériences parce que il nous manque le temps. Donc, c'est juste rapidement pour donner de brefs commentaires. Parce que, par exemple, le canal Arte, avec un programme public, on aurait pu créer un pseudo Facebook pour les francophones, parce que je ne veux pas exclure que pour mes usagers, je n'ai pas beaucoup d'usagers. Mais mes élèves, mes étudiants, ils ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'usagers, mais moi, j'ai très peu. Et c'est juste dont 15 francophones de tous ces milliers. Donc, il existe un prétexte, une occasion numérique de créer un canal sur les réseaux. Et à travers ce canal, vous pouvez travailler avec les francophones, le public francophone sur toute la planète. Et vous verrez quels résultats ça peut amener. Parce que vous êtes avec votre produit, mais vous le présentez aux anglophones ou aux n'importe quel phone. Donc, mais le problème de langue, ça reste quand même. Donc, ça persiste. Donc, c'est juste de brefs commentaires. Deuxième. Non, c'est pas un, c'est plusieurs commentaires. Concernant la Russie, c'est déjà notre 16e rencontre. J'insiste toujours je dis toujours que en Russie, la situation est comme ça. Parmi tous les artistes qui sont dans l'industrie des arts, on a de 5 à 9% qui sont dans les technologies VR. Tous les autres, 95 ou 92%, sont dans les arts classiques. Et ce paysage, il n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Parce que donc l'art contemporain en Russie n'est pas populaire, tellement impopulaire que tout le monde doit suivre les technologies archaïques. Et ça, il faut en tenir compte. Parce que moi, quand je dis qu'on a fait le programme, on a programmé 16 rencontres, et invitons donc quelqu'un, un artiste qui travaille à bronze ou utilise les toiles sur l'huile. Vous verrez que l'audience augmentera de dizaines de fois. Et donc, quand vous parlez de Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, c'est clair, mais il y a des choses spécifiques qui existent et il ne faut pas les oublier. Je vais parler d'une autre chose qui me passionne. Moi, je suis commissaire de la galerie. Il y a les projets les plus populaires sont des expositions de groupe. C'est une petite galerie et jusqu'à 5000 personnes les visitent. Pour donc les expositions personnelles, moins de 1000 visiteurs. Donc, pour une exposition collective, le pourcentage des participants, ce sont des startups, c'est pour les jeunes artistes. C'est 75% des jeunes femmes ou de femmes et donc 25% d'hommes. Quand vous êtes à une exposition professionnelle, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes artistes? Pourquoi ils n'arrivent pas à démarrer leur carrière au niveau professionnel quand ils sont à l'âge 27 ans, 28 ans? Ce rapport, il change. Les femmes partent et les hommes restent. Ça c'est vraiment, ça suscite ma curiosité. Et ce qui m'intéresse, que notre présentation, oui, je comprends vos structures, elles sont très informatives, mais ce qui m'intéresse aussi, ce sont ces découvertes et ces données analytiques aussi, parce que
je ne cesse pas de dire, et si on fait ces rencontres, il faut appeler un philosophe urbaniste, un économiste de réseau, parce que ce qui m'intéresse, ils vont nous donner une équation que peut-être nous pourrons utiliser, que peut-être nous pourrons ouvrir un canal de réseau pour les francophones, pour la culture francophone. Après, il faut réfléchir quels sont les problèmes d'intégration à toute autre particularité de ce canal. Parce que j'adore Arte, mais ce qui manque à Arte, il est populaire, ce canal, mais chez ceux qui sont assez cultivés pour le voir, pour le regarder. Et les gens qui professionnellement ne sont pas dans la culture, comment vous rendez populaire ce canal? Ça, c'est une grande question. Et c'est de là que sortent tous les problèmes que j'ai entendus dans la présentation d'Emmanuel. Par exemple, ce qui m'intéresserait beaucoup, et peut-être il faut faire une rencontre séparée avec Anna, comment est-ce qu'on fait les contrats avec un artiste qui, par exemple, donc, il est rémunéré, mais après, il permet d'exploiter ses œuvres pour les buts non lucratifs. Et donc, il faut ouvertement parler avec les chiffres. Et si on parle de ça, notre audience en Russie, les jeunes artistes vont comprendre que cet aspect, il faut vraiment prendre en compte ou cette gamme de chiffres aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont demander la rémunération égale aux artistes français, mais ils doivent comprendre un exposé, une présentation correcte des informations, comment résoudre les problèmes, comment réussir, quelle est l'éthique des contrats, quelle est l'éthique des contrats internationaux. Tout cela est très, très intéressant. Et peut-être c'est beaucoup plus intéressant que le travail du département des technologies VR. Oui, on a besoin d'un analyste qui pourra nous dire qu'est-ce qui est primaire, qu'est-ce qui est secondaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça nous aura beaucoup aidé et ce qui me plaît beaucoup, c'est d'entendre ces expositions, ces exposés, ces présentations vraiment brillantes, c'est fantastique. Ça m'a beaucoup impressionné, mais excusez-moi de parler aussi direct que ça, parce que c'est juste parce qu'il me manque le temps. Et parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très vital maintenant. Et peut-être après, nous devrons organiser une rencontre spéciale dédiée à ça. Et on va parler sous un autre angle. Merci beaucoup, André. Je suis totalement d'accord que c'est juste un overview, c'est juste un aperçu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Pascal de réaliser cette rencontre, parce qu'il me semble que notre audience, notre public, ne connaissent pas les informations primaires. Ils sont dans des fantaisies. Ils voient que c'est l'art pictural, l'art visuel, pendant les 120 ans, c'est une industrie. C'est comme les machines, c'est comme l'espace ou je sais pas, la cultivation de riz ou la production de caoutchouc. Donc ça, c'est comme ça. Si on regarde l'expérience du Japon, de l'Angleterre, des États-Unis, du contenu des œuvres qui sont vendues, on va comprendre que c'est une grande industrie. Et nous, on montre des brillants artistes français parce que cela montre la variation, la diversité de cette industrie. OK, il nous reste juste une demi-heure. Et je tiens à donner la parole à Géraldine et Mathieu pour continuer notre débat pour le reste du temps. Merci. Merci. Alors, j'enchaîne peut-être dans un premier temps. Donc, comme je le disais, moi, je suis Géraldine Taillandier, je suis la directrice de Syntex, culture numérique à Reims, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Syntex fait partie effectivement des membres fondateurs du réseau ACNUM, qui est un réseau relativement récent, puisque on l'a
structuré et créé officiellement le 18 mars dernier, de 2020, pardon. Notre chère présidente Céline Berthoumieux aime bien dire qu'on a un sens du timing avec NUM parce qu'on a fait ça 3 jours avant de se retrouver confinés. Mais évidemment que ce réseau, en fait, est le fruit de collaboration, d'échanges et de travail, de mutualisation qui existe évidemment depuis bien plus longtemps entre les membres de ce réseau. Mais il était important pour nous depuis, je pense que la date de création, mars 2020, mais il y avait au moins devant, et tu me corriges Mathieu, mais je pense que ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait vraiment des projets, des enjeux et des actions qui étaient menés par plusieurs membres du réseau avant cet acte fondateur, donc en mars 2020. Je vais faire un petit partage d'écran. Alors, je vais peut-être remettre une petite présentation rapide au niveau du réseau. Hop. L'idée étant évidemment qu'on puisse échanger aussi après, donc donner juste quelques grandes lignes au niveau du réseau. Donc la création, je l'ai dit tout à l'heure. Les missions que se donne le réseau, c'est à la fois de représenter donc, les intérêts de ses membres auprès des institutions. Et la particularité des membres, c'est leur diversité, notamment sectorielle. On en a parlé tout à l'heure dans les présentations, c'est qu'on retrouve dans les membres du réseau aussi bien des artistes, des producteurs, des scènes nationales, des centres d'art, des tiers-lieux, des lieux plutôt d'éducation populaire aussi, dont d'ailleurs, en tout cas Syntex est issu au départ, qui sont à la fois dédiés à la création bien sûr numérique, mais aussi, Céline le rappelait tout à l'heure, puisqu'on est avec Mathieu là actuellement à Caen, donc en Normandie, où se tiennent les rencontres professionnelles du festival Interstice, coordonné par la station MIR et le réseau Normandie Oblique. Voilà, il y a aussi effectivement, on a fait une rencontre en début d'après-midi avec les institutions de la région, notamment la DRAC, sur à la fois des questions de création artistique, mais aussi d'éducation artistique et des pratiques numériques qui peuvent être portées et accompagnées aussi dans nos lieux. Les missions donc, du réseau sont aussi la mutualisation des informations pour une meilleure interconnaissance de nos écosystèmes. Et cette mutualisation, elle se fait à la fois au niveau des membres du réseau, mais aussi avec d'autres réseaux et d'autres institutions. Anna l'évoquait tout à l'heure, mais il y a tout un travail donc, au niveau international avec l'Institut français. ACNUM est financé à la fois sur des actions précises, mais aussi un peu sur son fonctionnement, puisqu'on a une coordinatrice salariée avec laquelle certains d'entre vous ont eu un lien, donc Léa Conrad, qui a été embauchée en janvier dernier, qui coordonne du coup notamment les axes et les différentes commissions du réseau. Mais l'objectif est de mutualiser aussi avec d'autres réseaux qui sont sur des interconnaissances, des intercompétences, on va dire, comme le réseau Trace, par exemple, qui est un réseau art et sciences, le TMN Lab, qui est un réseau plutôt de communication, de RP en fait dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi l'Observatoire des politiques culturelles, j'en oublie peut-être, qui est à Grenoble. Voilà, l'idée c'est aussi d'être dans ces autres réseaux sur lesquels on partage évidemment des enjeux et des préoccupations, et de travailler ensemble sur éventuellement des rencontres, des livrables qui peuvent intéresser évidemment nos membres, mais plus largement les réseaux dans lesquels on est actif. Et enfin, et c'est en lien, donc réfléchir et mettre en action les enjeux de nos secteurs.
Aujourd'hui, à CNUM, c'est 48 structures adhérentes et 39 artistes associés. Sur le site internet, je vais partager rapidement. Vous avez la possibilité, assez bien fait en fait, sur justement une cartographie des membres qui permet assez rapidement d'identifier à la fois la typologie de chacun des membres, mais aussi ses propres ressources. Et je reviens. Et donc sur le site, en fait, on reprend aussi l'organisation en fait du réseau au-delà des enjeux communs. On fonctionne en fait par commission, enfin ce qu'on avait au départ créé en fait pour la structuration, qui sont en fait du coup portés par des vice-présidents dont on est les représentants ce soir avec Mathieu. Pour deux des commissions, voilà. Mathieu étant sur la commission de la création artistique et parcours d'artiste. Qui pourra peut-être dire quelques mots sur la feuille de route, en tout cas, qu'on se donne ou sur laquelle on est actuellement. Moi, je suis sur le développement culturel territorial. L'idée est notamment sur les questions de mutualisation et de rencontres, de réflexion, d'enjeux avec nos institutions. Il y a une commission autour de la mutualisation et des offres de services, notamment par lesquelles on a travaillé sur des études qui sont sur les ressources de nos... sur la partie ressources de notre site internet. Un des livrables a notamment été le guide des aides qui a été créé. Alors Mathieu, on a une version papier, mais évidemment, l'idée d'avoir une version numérique, ça c'est à l'initiative notamment, en tout cas sur le financement de la Direction générale de la création artistique et du ministère de la Culture. Donc sur ce guide, l'idée étant au départ, donc il y avait cette volonté d'avoir un livrable assez vite, donc de pouvoir éditer ce guide, mais pour nous, il était important de ne pas cristalliser quelque chose, parce qu'on a parlé, notamment tout à l'heure, on a vu les aides qui sont proposées au niveau national, qui sont quand même globalement centralisées autour du CNC, mais il existe en région, dans les régions et dans les écosystèmes régionaux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au début, en fait, de la structuration, je pense que c'est important de le rappeler, de la structuration du réseau, il y avait vraiment cette volonté de faire remonter au niveau de nos écosystèmes. Donc, pour ce qui me concerne, moi, le Grand Est, Mathieu, la région PACA, il y a aussi dans la région Normandie où on est actuellement, Normandie, Pays de Loire, on va dire, vraiment un historique en fait de travail en commun, de mutualisation, de coproduction, sur parfois aussi des axes un peu plus transversaux de médiation. Et l'idée était de voir comment on peut aussi reproduire ou partager, en tout cas, les ressources qu'on a dans nos écosystèmes régionaux. Donc là-dessus, il y a une première étude qui avait été réalisée par Raphaël Besson sur l'ensemble des membres et vraiment au niveau de la création du réseau, qui a notamment donné la création de notre site internet et de la structuration avec les différentes ressources à la fois de chacun, mais les ressources vraiment réseau. Et actuellement, il y a une deuxième étude qui est en cours sur les externalités de ce réseau afin d'objectiver certains projets spécifiques. Donc, il y a notamment Oblique qui est dans les projets. Il y a l'incubateur artistique et culturel Fluxus dans la région Grand Est, dans lequel moi aussi, au nom de Syntax, on est engagé. Il y a le pôle de mutualisation, d'aide à la plutôt administrative et production Paulette en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait le tour. Et il y a la volonté aussi, nous, qu'on a bien identifié, avec lequel on travaille aussi au niveau du ministère, de travailler autour des parcours, vraiment des parcours des artistes qui sont très diversifiés en ce qui concerne la création hybride et sur lequel on a vraiment besoin d'identifier, de la formation jusqu'à la conservation vraiment des œuvres.
et par cette étude de pouvoir du coup améliorer l'accompagnement que nous, on peut faire en tant que structure et en tant que réseau, mais plus globalement qui peut être porté aussi par évidemment nos institutions et les aides qui peuvent être apportées aux artistes. La quatrième mission, elle est liée aussi à tout ça. Elle est plutôt orientée sur l'enseignement supérieur, la recherche, et notamment beaucoup sur les croisements entre art, sciences et culture numérique. On avait notamment fait un échange lors des rencontres du festival 01 à La Rochelle, il y a un mois et demi maintenant, une rencontre autour de ces questions et de pouvoir du coup en fait de développer aussi des collaborations sur ces réseaux-là, les réseaux art sciences qui sont au cœur notamment de problématiques des centres de recherche universitaires, dont par exemple fait partie Diego Jarac, qui est d'ailleurs le vice-président de cette commission et lui-même directeur artistique du Festival 01. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de la présentation évidemment globale du réseau. On peut échanger si vous avez des questions, mais je pense que c'est bien de pouvoir avancer, que Mathieu dise quelques mots. Pour compléter sur la cartographie justement des aides et du financement public aussi dont parlait Emmanuel, le guide que l'on a pu donc éditer et qui est en ligne sur le site d'ACNUM répertorie à la fois les aides publiques que vous avez pu citer au niveau en effet du ministère, donc au niveau central, mais également en France il existe des aides territorialisées dans les régions, dans chaque région, pas toutes les régions françaises, mais certaines sont spécialisées sur la création numérique. Donc, il existe des aides pour les artistes dans ces collectivités. Et également, il nous semblait important dans le guide aussi de répertorier les résidences et les structures, les bourses dédiées aux artistes produits par les membres d'ACNUM qui aident justement à la création et à la production. Donc, c'est un guide qui est censé évoluer, donc qui va se transformer dans une plateforme en ligne pour vraiment actualiser au fur et à mesure de l'évolution du contexte. Oui, et ce qui est la particularité aussi par rapport à ce guide, si on le compare à des guides qui peuvent être proposés par exemple par le Centre national des arts plastiques, c'était très important pour nous d'avoir un témoignage réel d'artistes et on trouve du coup dans le guide 5 interviews, je crois, peut-être un peu plus, mais d'artistes sur justement des dispositifs auxquels ils ont eu accès pour leur création et comment les choses se sont passées pour eux, suivant les typologies de dispositifs ou d'aides qu'ils ont pu avoir au niveau de la création, soit des bourses, soit des résidences, comme le disait Mathieu. Avec donc, des interviews d'artistes représentatifs du secteur qui est très large, comme vous le disiez tous, qui va autant de la VR jusqu'au spectacle vivant, aux arts visuels. Donc, on a à la fois une interview de Rocio Berenguer qui est dramaturge, chorégraphe et qui produit des spectacles transmédia, Claire Merlerieux, artiste plasticienne qui va tester différents médiums comme la VR jusqu'à l'installation sonore, Grégory Chatonsky aussi qui va tester différents médiums qui vient plus du milieu des arts visuels et qui est intéressant aussi sur des dimensions de réseaux internationaux puisqu'il est entre la France et le Canada. Donc voilà, il y a une typologie comme ça d'artistes représentés dans ce guide qui donne à voir en tout cas un état des lieux de la création numérique en 2020 et des aides produites par les membres du réseau ACNUM et de la structuration de ce secteur. Voilà, peut-être après je vous présente Chronique, qui est justement un des événements qui en France propose un certain nombre de ressources et d'aides aussi pour la création et le tissu
internationale, puisque c'est vraiment un événement, une biennale internationale. Mais peut-être qu'il y a des questions avant sur le réseau. Non. Ну, спасибо большое. У нас есть вопрос один из Merci наших... beaucoup. On a une question de la part de nos spectateurs sur VK. Malheureusement, il y a des problèmes avec la retransmission. J'espère que nos experts en informatique pourront résoudre ces problèmes. Mais la question est, qu'on me suit de la part de Ludmila Morozova. Alors, que voulez-vous dire par le terme écosystème? Mais bon, Ludmila, c'est moi qui vous réponds en premier lieu. Je crois que l'écosystème, c'est vraiment l'ensemble de différents types, de différentes formes d'art. Aujourd'hui, il est très difficile d'être un artiste dans un genre et dans un format spécifique. Bien sûr, si tu es un artiste et puis tu t'isoles du monde, c'est suffisant. Dans la réalité courante, tu dois être un artiste, tu dois être un manager, tu dois gérer les catalogues, tu dois avoir des gens autour de toi qui te tournent les vidéos, qui sont responsables de la communication. Donc, je crois que l'écosystème, c'est vraiment la vie de l'artiste telle qu'elle est actuellement. Antoine, moi, j'ai une question. Depuis 1995, je participe aux résidences d'été pas loin de Poitiers. Et donc, c'est Vitre Design Museum. Il y a une personne qui organise des programmes d'été dans son manoir. Alors, est-ce que vous travaillez dans le cadre de votre réseau avec ces programmes d'été de Hausse Bûcher? Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Non. Боже мой, ничего себе. Это одна из... Oh mon Dieu! Dans ce cas, je vous conseillerais de prendre des renseignements sur ce programme. C'est pas loin de Poitiers. C'est à 1h30 de route de Poitiers. C'est un grand manoir qui rassemble architectes, photographes, designers de toute la planète. Il y a également une école d'étudiants internationale. Alexandre de Guisac est un collectionneur très réputé de Bauhaus, des objets Bauhaus. Et donc, sur le territoire de ce manoir, il construit les pavillons pour les jeunes architectes modernes. C'est vraiment super impressionnant. Si vous avez visité le centre Wilson aux États-Unis, en fait, c'est son équivalent français, la même institution avec les mêmes objectifs qui se trouve en France. Mais celle de France est plus âgée que le centre Wilson à Hamptons. Et comme moi, j'ai visité les deux centres, comme j'ai mis en scène mes performances dans les deux endroits, je peux vous dire que c'est un phénomène unique qui, en fait, qui combine le travail dans les champs pour les étudiants avec des programmes éducatifs. Et en fait, en plus, c'est une sorte d'utopisme environnemental et d'utopisme philosophique. Et donc, si votre réseau pourrait également intégrer le programme de cette institution, je crois que ça sera pour le profit mutuel et pour le plaisir mutuel, c'est sûr. Je voulais aussi vous dire que, bon, suite à mes commentaires assez critiques, j'ai également réfléchi à la chose suivante. Si on dit qu'en Russie, c'est la peinture classique qui est plus populaire, donc peut-être l'Institut français, en orientant ses stratégies sur le territoire russe, pourrait s'inspirer par exemple des pinceaux en 3D, parce qu'à mon avis, c'est la technologie très proche à cette peinture classique. Et donc, parmi les jeunes artistes avec lesquels je travaille, j'entends souvent parler qu'ils voudraient faire de la programmation avec les pinceaux en 3D, mais peut-être ils auraient besoin des ressources complémentaires, du financement complémentaire. Donc, c'est l'idée très superficielle qui m'est juste venue. Et puis, pourquoi est-ce que je me suis permis ce commentaire rapide? Parce que ça m'intéresse toujours d'entendre parler des objectifs. Quand on me dit on fait ça, ça et ça, avec le but de faire ça. Notre objectif, c'est ça. Notre programme est différent des autres programmes parce que notre objectif, c'est de faire l'accent sur ceci. Et pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de ceci et cela. Et nous avons fait ceci et cela, nous avons lancé ceci et cela, et ça a été une découverte excellente. Et maintenant, on essaie de faire la publicité de cette découverte pour la partager
parmi tous et toutes et pour que le monde puisse voir nos résultats. Et donc, c'est ayant ce but-là que j'ai présenté mes commentaires, en fait. Ah oui, est-ce que je pourrais terminer mon idée? Si on ne définit pas les objectifs, si on ne définit pas les buts, dans ce cas, il y a ceux qui interprètent vos paroles de façon très critique. Les chercheurs en art, les journalistes, etc., qui commencent à vous imposer des objectifs que vous n'avez jamais eus. Donc, c'est pour ceci que vous devriez peut-être énoncer clairement vos objectifs. Donc, notre objectif est ceci et cela. On l'a réalisé à tel pourcentage. Dans ce cas, vous ne donnerez pas lieu aux interprétations, aux mauvaises interprétations. Tout change très rapidement. La Russie est sur le point d'adopter une loi qui contrôlerait tous les programmes éducatifs. Donc, pour que l'État contrôle tous les programmes éducatifs. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, les rencontres comme la nôtre deviendront impossibles puisqu'on devra présenter à l'avance les programmes de chacune des rencontres au ministère, ensuite avoir leur validation et ensuite, uniquement à la fin, commencer ces rencontres. Donc, c'est pour ceci que je vous demanderai d'être ouvert maintenant tant qu'on peut encore le faire. D'ailleurs, est-ce que la loi n'a pas encore passé? Je crois que la loi a déjà passé. Maintenant, on attend les surprises. Oui, je comprends déjà que notre prochaine rencontre, comme moi, je suis commissaire d'une galerie d'État, donc je crois que cette rencontre sera impossible si je suis en Russie. Donc, je devrais être dans une galerie privée pour pouvoir l'animer. Nous avons très peu de temps. Je crois que Anna a levé la main. Oui, tout à fait. On a Anna et puis on n'a pas encore couvert un nombre de sujets. Je vais faire rapidement, mais c'était juste pour réagir à ce que vous disiez, Andrei. Les objectifs, nous, ils sont très clairs et je m'excuse si j'ai pas été assez précise, mais en fait, c'est vraiment nous d'accompagner la structuration de ce marché en fait qui est naissant et de donner aussi une place à ces créations qui sont nouvelles. Et c'est pour ça que on est dans une zone un peu grise où tout n'est pas catégorisé parce qu'on est sur des contenus qui font justement appel à différents types de médias et qui sont pluriels, hybrides, difficiles à identifier et à catégoriser. Et donc nous, tout l'enjeu justement, c'est vraiment de donner existence à ces contenus. Donc, vous parliez par exemple des pinceaux numériques, etc. Ça, c'est très, très intéressant. Nous, on est plutôt davantage sur les contenus que sur les technologies. Donc, nous, vraiment, on accompagne les contenus, les créations pour lesquelles les artistes français sont vraiment reconnus et salués de toutes parts parce que nous, on a vraiment une carte à jouer sur les contenus. Il y a d'autres pays qui ont des cartes à jouer sur des équipements, des technologies, etc. Nous, on est vraiment très, très identifiés sur la qualité des créations et c'est vraiment ça qu'on entend accompagner et qu'on entend accompagner par des dispositifs qui visent à structurer le marché. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'accompagner la diffusion non commerciale, c'est après avec l'objectif que ça puisse ouvrir la voie à une structuration du marché, à des opportunités de diffusion qui, elles, seraient commerciales et qui permettraient aussi aux artistes et aux créateurs de diffuser leur art de manière plus structurée, avec un cadre et un marché qui est naissant et qu'on essaye, nous, d'accompagner par tous ces dispositifs-là. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile à catégoriser en quelques mots. C'est que tous ces nouveaux contenus sont, par définition, très nouveau et tous les dispositifs qu'on est en train d'essayer de définir, nous, côté Institut français, que ce soit à Paris ou en Russie, ça vise vraiment à accompagner le dialogue des cultures et à valoriser toutes ces nouvelles formes de création auprès du public et de professionnels afin notamment de permettre des collaborations. Je pense que Emmanuel, tu voulais peut-être dire un mot. Oui, je voulais compléter par rapport au guide donc proposé par ACNUM, plus précisément par rapport à en quoi ça peut intéresser quand même les artistes et créateurs russes. Il me semble donc quand bien même les aides du CNC sont fléchées vers des artistes français, elles sont fléchées aussi vers des structures de production qui peuvent accueillir des artistes russes ou des créateurs russes. Donc voilà, ça peut être aussi le lieu de collaboration. Et ensuite, en effet, il y a
y a ce guide des résidences, je pense, qui est très utile parce qu'il y a notamment la Cité internationale des arts qui est ouverte aux résidents étrangers. Donc, il est possible de candidater. Et donc, voilà, je pense aussi qu'il y a d'autres résidences qui sont ouvertes aux étrangers. Donc, ça peut aussi les intéresser dans ce sens-là. Et peut-être qu'on peut avoir plus d'informations sur Chronique. Oui, tout à fait. Je vais essayer d'être rapide, c'est ça, parce qu'il nous reste peu de temps. Je vais partager aussi l'écran. Voilà, j'imagine que vous voyez. Est-ce que je peux passer en plein écran ici? Voilà. Donc, Chronique, oui, en effet, c'est un événement biennal donc, qui a lieu les années paires. Donc, qui est assez récent puisque la première édition a eu lieu en 2018 sur le territoire d'Aix-en-Provence et de Marseille, donc dans le sud de la France. C'est une biennale bien que récente et elle est portée par deux structures qui sont pionnières dans les arts numériques en France puisqu'elles ont à peu près 20 ans d'existence chacune. Donc Seconde Nature à Aix-en-Provence et Zinc qui est basé à Marseille et qui ont décidé, donc suite à la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013, de porter un événement dans la suite logique de ce qu'on avait pu préfigurer pour la capitale, de porter un événement ambitieux pour la région sud et donc de créer une biennale à l'échelle de la région au même titre que les grands rendez-vous qu'il peut y avoir en région sud comme Cannes pour le cinéma ou les rencontres de la photo à Arles. Donc l'ambition, elle est vraiment de porter un événement international sur ces nouvelles esthétiques et sur ces nouvelles formes. Avec un petit rappel de nos missions qui sont à la fois en effet l'accompagnement à la création, mais aussi tout un travail auprès des publics et des pratiques pour accompagner donc la créativité, notamment des jeunes publics, mais aussi des amateurs et des artistes dans la compréhension de ces outils. Et donc la troisième édition de la Biennale aura lieu en 2022, du 10 novembre 2022 au 23 janvier 2023, donc sur 4 villes principales aujourd'hui qui s'étendent d'Aix-en-Provence en passant par Marseille jusqu'à Avignon et en Arles. À chaque fois, sur chaque édition de Biennale, on choisit une thématique qui est le fil rouge de la Biennale pour toute la direction artistique, mais aussi toutes les actions culturelles. C'est à chaque fois une thématique qui se veut aussi sociétale et qui nous plonge dans une réflexion autour des transformations des cultures numériques et comment le regard des artistes de manière singulière et sensible peuvent nous éclairer là-dessus. Donc en 2018, on a travaillé la lévitation et je vous montre une petite vidéo qui, si le réseau veut bien marcher, évidemment, qui montre du coup des images. C'est Russell. Je l'ai perdu du coup. Ça a tout perdu. Bon, toutes les vidéos que j'avais préparées, bien sûr, sont en ligne. Donc, voilà. Donc, vous n'aurez pas d'image de l'édition 2018. En 2020, par contre, vous retrouvez toute l'édition en ligne sur notre site, puisque crise sanitaire oblige, nous avons dû digitaliser, comme le disait Anna, complètement l'événement, donc des expositions jusqu'aux rencontres professionnelles. Donc, vous avez 5 expositions aujourd'hui qui sont virtualisées et en ligne, plus des courts-métrages qui racontent, que vous avez diffusés, je crois, en amont de la rencontre, qui racontent les thématiques et les œuvres présentées dans Chronique 2020 sur la thématique de l'éternité. Alors, ce qui peut être aussi intéressant pour les artistes, c'est qu'à côté de cet événement, nous avons créé tout de suite avec
avec Chronique, une plateforme de production et de diffusion à l'échelle régionale tout d'abord, et puis maintenant au niveau national et international, avec un ensemble de coproducteurs, une vingtaine aujourd'hui qui sont autour de la table avec nous pour produire des pièces, des créations dans toutes les disciplines. Comme je le disais tout à l'heure, de la VR, en passant par les arts visuels jusqu'au spectacle vivant et aux formes inclassables, pour donc produire des créations qui sont accompagnées pendant 1 an par les membres de la plateforme et qui sont montrées en première dans la Biennale donc en région sud et qui après tournent parmi ses coproducteurs, notamment dans une tournée Chronique qu'on organise aussi dans la région. Donc, on a pu produire 15 pièces où vous retrouvez sur notre site le catalogue de ces 15 pièces en 2018 et des pièces produites en 2020. Et nous lançons en ce moment même du coup un appel à projet, enfin les appels à projet, puisqu'il y a différentes thématiques comme vous le voyez. Donc des appels à projets internationaux pour donc les artistes dans tous les champs disciplinaires, avec donc 4 appels à projets un peu spécifiques. Du plus large que vous voyez ici, qui est la création transdisciplinaire internationale, donc qui concerne vraiment tous les artistes. Un spécifique qui est pour l'espace public, puisqu'il y a tout un pan de la programmation de Chronique qui se déroule justement dans l'espace public avec des œuvres monumentales qui sont mises dans les centres-villes d'Aix-en-Provence et de Marseille. Un plus régionaliste, on va dire, qui est dédié vraiment à la jeunesse et à la création émergente de la région sud. Et aussi pour des questions paritaires, nous avons souhaité travailler sur le lancement d'un appel à projet sur des lives audiovisuels d'artistes femmes, puisqu'il y avait un vrai déséquilibre dans les réponses qu'on pouvait avoir. Je ne sais plus qui mentionnait ça, mais donc on avait à peu près 75% de réponses d'artistes hommes et 25% d'artistes femmes. Donc voilà, on a voulu soutenir aussi de cette manière-là, rééquilibrer les choses sur les appels à projets. Et vous pouvez candidater évidemment sur une œuvre existante, une œuvre déjà produite. Donc sur une thématique nouvelle qui sera autour de la nuit, puisque en 2022-23, nous travaillerons donc sur cet espace ce territoire qui nous a manqué, puisqu'on a été confinés et en couvre-feu jusqu'à aujourd'hui en France. Ça y est, nous passons à un prolongement du couvre-feu à 21h. Donc bientôt, nous allons être en couvre-feu, pas encore maintenant. Mais donc, on veut travailler sur cet espace interstitiel de la nuit et tout le fantasme et la symbolique que ça recouvre. Donc voilà pour la plateforme de production qui est une ressource donc qui a pu produire des choses extrêmement différentes, comme les pièces VR de Jeanne Suspluga qui étaient montrées en Avignon, que vous voyez ici à l'écran. Je vais passer plus vite, ça, je vous en ai parlé. Et un dernier élément donc, qui est important justement sur Chronique et qui est aussi un outil de coproduction et de relation avec des scènes internationales, c'est le pays invité ou l'invité d'honneur, puisque sur chaque édition, il y a donc une scène artistique et professionnelle qui est mise à l'honneur lors des rencontres professionnelles, mais aussi en termes de programmation dans les parcours des expositions et des spectacles. Donc en 2018, c'était le Québec qui était notre invité d'honneur, avec un focus particulier sur Montréal et la Biennale internationale des arts numériques portée par Electra. En 2020, Taïwan était le pays invité. Avec donc là un travail particulier avec le Silab à Taipei et le Kaohsiung VR Film Festival à Kaohsiung City.
Et donc, en 2022, nous allons travailler avec la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles plus précisément. Donc, vous voyez, vous avez quelques chiffres donc de la cartographie de ce que peut représenter Chronique avec donc, un parcours d'une quinzaine d'expositions sur une trentaine de lieux, une part importante, comme je le disais, de création et 70 artistes invités. Avec donc une biennale pluridisciplinaire avec voilà, tous les pans de la création numérique qui sont représentés. Et donc, pour terminer, justement, à côté de ces parcours publics, on a des rencontres professionnelles dont a parlé Anna, qui sont importantes, avec différents formats, à la fois de conférences, évidemment, mais aussi un marché international, une marketplace, que l'on a initié avec Electra, justement, notre invité d'honneur 2018, puisque c'est un format qui existe à la Biennale des Arts Numériques de Montréal depuis 10 ans maintenant, qui consiste vraiment à l'invitation d'artistes internationaux, de producteurs pour venir pitcher leurs projets auprès d'un parterre international. Donc, format que l'on a coécrit, co-édité avec eux pour 2018 et qui se perpétue justement sur les éditions suivantes et qui donc met à l'honneur à chaque fois soit les artistes français, les artistes du pays invité et d'autres invités internationaux. Donc un axe international qui a été renforcé cette année par le focus avec l'Institut français et toutes les rencontres qui ont pu avoir lieu et qui trouvent des aboutissements divers et variés comme aujourd'hui et dont nous sommes très heureux dans cette continuité. Voilà pour un petit tour de chronique. Merci beaucoup, chers amis. En fait, André a vu votre présentation, vos œuvres, dont on m'écrit beaucoup, mais en fait, il ne reste pas le temps. Mais en fait, nécessairement, nous, on doit continuer cette communication en ligne. Nous devrons montrer et surtout discuter, parce que la communication, il est vrai, elle manque, elle est moins qu'il ne nous semble, parce que Internet qui permet cette communication, les gens quand même, ils se regroupent dans des clusters et c'est difficile de vraiment avoir le public. Donc, merci beaucoup Emmanuel, parce que cette diffusion en ligne sur Facebook, elle est commentée, donc avec les liens. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, tous les spectateurs sont invités. Vous voyez toutes les adresses, tout ce qui est d'informations, et les informations sont là. Après, nous allons publier tout cela sur YouTube, sur Contacté, sur BK. Donc, chers amis, en fait, c'était juste la surface de ce qu'on a. C'est juste un petit peu, mais il est vrai que le temps nous manque. Il faut continuer cette communication. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Anna, la semaine dernière, j'étais à Valence et j'ai parlé avec mes amis et on nous a dit que l'Institut français ferme à Valence et ils pleurent vraiment parce qu'ils ont vu à l'Institut français un ami incroyable. Et c'est une tragédie pour eux. Mathieu, je vous donnerai le numéro de téléphone d'Alexandre Guénézac avec Patrick, avec André. Et votre présentation, c'était vraiment génial. C'est luminaires linéaires qui sont sur le périmètre pendant 6 mois. Je ne cesse de parler à Patrick, à Anton, que nous devons inviter ces artistes parce que j'ai participé à leur concert. C'était fantastique. Je suis très heureux qu'ils participent à votre biennale. Voilà ce qu'on fait. C'est incroyable, les choses incroyables on fait et en fait, on voit sur votre présentation. Et c'est ça qui s'appelle l'écosystème.
André. Tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel, большое спасибо. Manuel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci André, merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.